E estamos online. Bonsoir et bonjour au Brésil à toutes et à tous. Bonjour Carole, merci d'être là avec nous. Merci à toutes et à tous qui sont connectés pour ces premiers webinaires dans le cadre du cycle des webinaires lancés par l'association Autre Brésil qui commence aujourd'hui et qui vont avoir lieu d'ici à cet été. Je suis Erika Campello, je suis coprésidente de l'association Autre Brésil et c'est avec un énorme plaisir que j'accueille virtuellement Carole Proneur, qui est juriste, qui est professeure de droit à l'Université fédérale de Rio. Carole Proneur est une des grandes spécialistes de la vie juridique brésilienne. Il étudie depuis des années le lawfare, appelé en français des judiciarisations de la vie politique. Donc, ce soir, Carole Proneur va nous expliquer comment nous sommes arrivés là, aujourd'hui, à cette annulation des condamnations de l'ancien président de la République brésilienne, Lula. Pour rappel, juste rapidement, Lula a été condamné par le tribunal de première instance de la ville de Curitiba en avril 2018 par le juge Serge Moro. Un tribunal de l'État du Pará et pas un tribunal fédéral. Ça, c'est très, très important à comprendre la différence au Brésil, qui n'est pas la même qu'en France et que la justice française. Donc, Lula, après cette condamnation en 2018, il a perdu tous ses droits politiques. Il n'a pas pu être candidat aux dernières élections présidentielles en octobre 2018. Il est resté en prison jusqu'à novembre 2019, presque un an et demi. Bon, pour ce soir, nous avons reçu déjà en amont énormément de questions. Donc, ça veut dire que cette question de l'annulation des condamnations intéresse beaucoup ici en France. On veut comprendre tout ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes arrivés là, tous les enjeux que ça implique et toutes les perspectives que ça ouvre, surtout qu'il faut rappeler qu'on est à un an et demi des prochaines élections présidentielles qui auront lieu en octobre 2022 au Brésil. Je rappelle aux personnes qui suivent le live Facebook de ce soir qu'ils peuvent encore envoyer des questions à Carole Proneur pendant l'échange avec elle et qu'elle répondra à la fin de son intervention. Pour lancer ce début de débat, je voudrais poser 3 questions que nous avons écrites avec l'équipe d'Auto-Brésil pour donner un peu le ton de cet échange ce soir. Donc, la première consiste, cette annulation des condamnations n'est-elle pas une stratégie déguisée, on a beaucoup lu ça dans la presse brésilienne, du juge Fachin pour sauver le juge Serge Moro, suspecté de ne pas avoir été impartiel lors du procès de Lula, parce qu'à la suite, il est devenu ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. Et dans un contexte de pandémie et d'une grande perte de popularité de Bolsonaro, pourquoi cette annulation du procès Lula maintenant? Ça pose beaucoup de questions, Carole. Et une dernière question, et je pense que tu vas revenir sur ces questions dans ton intervention, c'est la question de la compétence du tribunal de première instance de Curitiba. Pourquoi le juge Fachin a arbitré que le tribunal de Curitiba n'avait pas la compétence nécessaire de mener à bien les différents procès impliquant l'ancien président Lula. Est-il possible que le procès soit réinitié dans un autre tribunal à Brésil? C'est des questions qu'on se pose. Voilà, Carole. Je sais que c'est beaucoup de questions. On a tous ce soir envie de comprendre ce qui se passe au Brésil. Bon, merci Erika, c'est un plaisir d'être à nouveau ici avec votre Brésil qui a fait un travail magnifique dans la lutte pour la démocratie et pour résister à toute forme d'autoritarisme qui prospère dans notre pays. C'est un plaisir vraiment et j'ai organisé les idées pour essayer de répondre une partie de ces questions et après, nous pouvons continuer avec des doutes restants si vous voulez. Et
c'était pas facile de comprendre pour nous, les Brésiliens, et avec notre idiome, avec toutes les informations à notre disposition, c'est difficile de comprendre. Je vais essayer de traduire ça pour notre culture juridique, parce que ça est beaucoup mystérieux. Hein? Je vais essayer. En effet, c'est quelque chose qui surprenant qui a généré d'immenses répercussions, une répercussion mondiale. De nombreux grands journaux ont diffusé les informations de la liberté politique de Lula. Plusieurs responsables politiques ont envoyé des messages de félicitations, de célébration pour ces moments tant attendus. L'un des messages les plus sensibles est venu de la mairie de Paris, de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Cette réaction montre qu'il avait sans aucun doute l'impression que Lula était un homme politique persécuté par la justice. C'est à cela que nous faisons référence lorsque nous évoquons la judiciarisation de la politique. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler lors de la réunion qu'on avait été dans autre Brésil, à Paris, 2018, peut-être, je ne sais pas. Et il n'était pas toujours facile d'être compris par des étrangers lorsque nous avons tenté d'expliquer les phénomènes de l'affaire. Nous parlerons de l'affaire plus tard. Je vais commencer, si vous voulez, par la situation actuelle. La semaine dernière, au milieu d'une grave crise politique, économique et de santé publique qui est ressentie par la société comme une tragédie généralisée, nous avons été surpris par deux jugements, par deux décisions de la Cour suprême qui ont complètement changé la perception de la conjoncture et même des projets du futur pour notre pays. Les deux jugements soulèvent de nombreux doutes car elles semblent traiter du même sujet. L'un des décisions a été décidé par un juge seul, un juge monocratique, une décision monocratique de le juge Faquin. Et l'autre décision par l'ensemble des juges de la deuxième chambre de la Cour suprême. Voici une explication sur la Cour suprême, la Cour brésilienne. Pour certaines questions juridiques telles que l'habeas corpus, la Cour a divisé en deux chambres. C'est la seconde chambre, la seconda turma, qui a la compétence pour juger les habeas corpus sous la suspicion du juge Moreau, sous la partialité du juge Moreau, c'est-à-dire qui jugera si juge Moreau a été partial dans l'affaire contre Lula. Je ne sais pas si c'est clair, si c'était clair comme ça. Si, c'est très clair, parce que ça, Carole, si je peux me permettre, c'est vraiment la question, une des cœurs de la question, c'est la question de un juge doit être impartial. Et là, cette question n'est pas tout à fait, en étant ministre de Bolsonaro juste après, il a servi l'intérêt de la partie qui a bénéficié de la prison de Lula. Exactement. Voyons si je peux m'exprimer en français avec les comparaisons de droits comparés, pour expliquer les termes techniques. Le lundi 8 mars, le lundi dernier, le ministre Edson Fachin a décidé d'accueillir un habeas corpus traitant des exceptions d'incompétence, aux compétences de juridiction en français. Une question de procédure qui a produit avec effet immédiat l'annulation de 4 poursuites contre Lula. Les processus d'appartement triplex, les processus du sítio de Atibaia, les processus de l'Institut Lula, les processus de conférence de Lula médiatisés par l'Institut Lula. 4 poursuites. Alors, enfin, Lula est libre, oui ou non? J'essayerai d'expliquer d'une manière simplifiée. Les juges de la Cour, Fachin,
a déclaré la nullité de toutes les affaires et les a renvoyées à une nouvelle juridiction, à la juridiction de Brasilia, pour qu'un nouveau juge recommence les procès à zéro, à partir de zéro. Ce nouveau juge n'a pas encore indiqué. Il sera choisi par un processus de distribution aléatoire. Et les processus devront recommencer. Nous ne savons pas s'ils vont commencer de zéro, à partir de zéro, ou si les preuves seront réutilisées. Avec cette décision qui a des effets immédiats, Lula a immédiatement recouvré ses droits politiques. Lula a récupéré ses droits politiques. Il peut être considéré comme quelqu'un d'autre, quelqu'un sans condamnation, libre de vivre pleinement ses droits politiques. Et ce sont des nouvelles extraordinaires. Mais alors, quelle est la préoccupation? Quelles sont les choses étranges qui se passent là? J'imagine au moins deux questions, et vous avez fait au moins une de ces questions qui vous poserez à partir de cette déclaration. Lula a récupéré ses droits politiques. Et si le processus recommence à Brasilia, Lula peut-il être à nouveau condamné avant les élections de 2022? Ma réponse, pratiquement impossible, puisque la condamnation de Lula a été possible grâce à une farce, à une fraude légale impliquant un juge, des procureurs et les médias. La décision de Fachin peut être réformée? Oui, c'est le problème. Après tout, pourquoi les ministres Fachin, pourquoi les juges Fachin, parce qu'au Brésil, les juges de la Cour, on appelle ministres, mais c'est les juges de la Suprême Cour. Pourquoi les juges Fachin, qui a toujours défendu les juges Sérgio Moro et l'opération Lava Jato, il est célèbre pour protéger l'opération Lava Jato, décide-t-il maintenant de prendre une décision aussi abrupte, une décision qui a profité énormément Lula? Ces mystères mènent au deuxième processus, aux deuxième décision qui était prise mardi 9 mars, lorsque le ministre Gilmar Mendes a décidé de lancer le processus d'un autre habeas corpus, un recours constitutionnel qui discute de la partialité du juge Sérgio Moro dans le procès des affaires de Lula. Une parenthèse. Au sein de la Cour suprême, il y a actuellement un conflit de positionnement sur Lava Jato et Lula. Gilmar Mendes parle ouvertement à la presse contre Lava Jato. Des autres ministres défendent l'assouplissement des garanties pénales sous prétexte que la lutte contre la corruption nécessite des mécanismes punitifs plus efficaces. Carol, excusez-moi, juste pour Lava Jato, expliquer aux personnes qui nous écoutent ce soir aussi que c'est tous les processus d'enquête par corruption qui a commencé au Brésil en 2016 et 2014 et qui implique des grandes entreprises du BTP et aussi la Petrobras, l'entreprise pétrolière nationale brésilienne. Donc, c'est vraiment qui implique énormément de monde. Peut-être tout à l'heure, Carol, on pourrait parler aussi de l'étude de la Couche sur la perte d'emploi, mais on reviendra tout à l'heure. Je te laisse continuer. Okay. Revenons au deuxième processus, la deuxième décision. De quoi s'agit-il? Je crois qu'en droit de la procédure pénale française, il s'agit de suspicion légitime, une suspicion de partialité. Tel est l'objet qui est à l'essai. En effet, le juge Sérgio Moro a commis de nombreux actes
des procédures qui démontrent qu'il avait, depuis le début du processus, la volonté de condamnation, la volonté condamnatoire. Les avocats de Lula ont fait appel des dizaines de fois des décisions arbitraires du juge Moro. Même des écoutes clandestines illégales ont été utilisées contre les avocats eux-mêmes, permettant aux juges de connaître la stratégie de la défense. Vous vous souvenez certainement qu'en juin 2018, le message des Intercept Brasil, la Vaza Jato, ont été révélés lors des échanges de conversations entre les procureurs de la Vaza Jato, les juges, dans le but de poursuivre, condamner et arrêter Lula afin que l'ancien président ne puisse pas participer aux élections de 2018. Eh bien, en plus de ces messages qui ont été progressivement révélés par la presse, les avocats de Lula, grâce à une autorisation de la Cour suprême, peuvent désormais accéder au message du pirate informatique Walter Delgatti, qui a espionné les juges et les procureurs. Les messages sont épouvantables, montrent que les juges et les groupes de procureurs avaient l'intention de poursuivre Lula comme l'ennemi numéro 1 du Brésil, faisant de lui le grand symbole de corruption du pays, même sans aucune preuve. Carole, pardon, là, je me permets encore de t'interrompre parce qu'on avait convenu toutes les deux. Donc là-dessus, c'était vraiment pour expliquer cette partie, oui, pour les personnes qui ne suivent pas le quotidien de la vie politique brésilienne, c'est-à-dire le site d'information, comme expliquait Carole, Intercept Brésil, ils ont publié ces échanges entre le juge et les ministères publics brésiliens, que ça serait en France un juge d'instruction à peu près. Et donc là-dessus, on voit bien qu'il avait entre eux, ces deux parties, il avait des échanges sur la messagerie instantanée Telegram, un coup monté pour empêcher Lula d'être candidat. Et tout ça, c'est dévoilé par la presse brésilienne et maintenant, ça rentre en jeu. Voilà. Exactement. Et au portugais, on dit conluio. Je ne sais pas comment exprimer ça en français. Um conluio entre juízes e procuradores para condenar antecipadamente. Oui, le mot en français, j'aurais dit que je ne le connais pas, mais ça serait, ils se sont mis d'accord et ouais, c'était un complot. Un complot. Ouais. Il est actuellement impossible de nier que Lula a été injustement condamné dans le cadre d'un complot visant à produire un ennemi politique, le numéro 1 du Brésil. Il a été condamné à l'avance et emprisonné pendant 580 jours. Une prison manifestement politique. La décision de Fachin ne traite que des aspects de régularité procédurale, mais elle évite, ça c'est la question, ça c'est la réponse par la question que tu m'avais posée. Elle évite de discuter l'engagement du juge Moro. À son tour, la décision de la deuxième chambre est plus importante car elle traite d'une condition de validité d'ensemble du processus. Avec la suspicion de Moro, l'ensemble du processus est nul, comme s'il n'avait jamais existé. Vous comprenez la différence de l'intensité de la décision. Bref, tout semble indiquer que le ministre Fachin a agi à l'avance pour empêcher que le juge Sérgio Moro et la Lava Jato d'être jugés. Les juges et l'opération d'être jugés pour les ministres, les juges de la Cour suprême, pour éviter que toute l'opération Lava Jato ne soit démasquée, pour éviter
que le dialogue du hacker soit connu. La décision semble avoir été une offre d'échange. La liberté de Lula en échange de ne plus attaquer Lava Jato. Mais cet accord tacite, imaginaire peut-être, peut être revu à séance plénière de la Cour. Faki, vendredi, a accepté l'appel du parquet et a décidé de renvoyer l'affaire devant la séance plénière de la Cour. C'est-à-dire, l'affaire sera réévaluée par tous les juges, les 11 juges de la Cour suprême. Pas pour la deuxième chambre, mais pour les 11 ministres. Et ça, Carole, le fait que ce ne soit pas la deuxième chambre de la Cour suprême qui juge, mais les 11 juges de la... C'est important pour ça. Parce que si c'était que la deuxième chambre, qu'est-ce qui pourrait changer? Quelle est la différence entre ces deux types de jugements? La deuxième chambre, vou falar em português só essa parte. D'accord, très bien. Non, je vais essayer. La deuxième chambre est formée par 5 juges. Actuellement, 4 juges ont déjà voté. Des voix pour la suspicion de Moro, des autres voix pour Moro, à favor de Moro, et un juge, Cássio Nunes, n'a pas encore voté et a paralysé les votes, la votation. Mais il y a une possibilité, une probabilité pas favorable à la suspicion de Moro dans la deuxième chambre. Mais il y a 2 problèmes. Cássio Nunes a été choisi par Jair Bolsonaro. Et pour cette raison, il peut décider de ne pas renvoyer les habeas corpus pour mettre fin à ce processus. Il n'y a pas de durée déterminée. C'est une situation embarrassante, mais les calculs politiques pour la prochaine élection affectent cette décision aussi. C'est une situation bizarre. La deuxième chambre, ce sont ces problèmes-là. Mais, vou falar em português agora, você traduz. Ok, très bien. O pleno do tribunal est formado por 11 juízes. Donc, la chambre, la Suprême Cour est formée par 11 juges, qu'on appelle ministres au Brésil, mais c'est des juges de la Suprême Cour. E há uma possibilidade de construção de uma maioria a favor da Lava Jato e contra Lula. Et donc, il y a une possibilité de la construction de la mise ensemble d'une majorité des juges pro-Lava Jato et contre Lula. Cela signifie enfin que Lula n'est pas totalement libre. Pas encore. D'accord. Tu as parlé en français, donc je n'ai pas besoin de traduire. Cela signifie notre démoralisation totale en tant que système de justice aussi. Il est honteux que des juristes d'autres pays se rendent compte de notre justice, que notre justice a servi à les intérêts politiques d'une manière aussi rusée, criminelle, violente. Et ici, nous devons parler de l'affaire. Il est l'affaire, la conjonction de mots warfare plus law, la guerre par les droits, non? En tant que technique de guerre légale, a été précisément décrit par le général américain Charles Dunlap comme une méthode de guerre non conventionnelle par laquelle la loi est utilisée comme un moyen d'atteindre un objectif militaire. C'est ce qui est mis en évidence dans ce type de méthode non conventionnelle, c'est l'objectif ultime de la guerre anti-raid, la déstabilisation politique, un coup d'État, le changement d'un régime politique,
la déstabilisation économique radicale. Au Brésil, l'affaire à la brésilienne a été rendu possible grâce à l'implication des employés de la justice avec les intérêts des autres pays. Employés de la justice, les procureurs et les juges et des autres juges. Ces employés ont aidé les États-Unis à poursuivre des entreprises brésiliennes. Petrobras, une société pétrolière d'État, Odebrecht et plusieurs autres entreprises. Les impacts du démantèlement et du désinvestissement induit par la méga-opération Lava Jato commencent d'être mesurés par les instituts de recherche et des chiffres sont stupéfiants. En quelques années, les effets ont atteint plus de 3 millions d'employés dans le domaine de la construction civile et dans le secteur de l'énergie, et la récréation a signifié 2,6% du PIB et la réduction de la masse salariale environ 50 milliards de reais, parmi d'autres pertes et dérogations qui ont été révélées par ces recherches à vocation de défense nationale. Carol, pardon. Qui sont les recherches que je vous ai envoyées. Juste une question qu'on vient de recevoir. Quelqu'un est en train de demander là sur le Facebook, est-ce que Lula est libre ou pas? Aujourd'hui, si les élections... Ouais, c'est là, c'est la question qu'on n'arrête pas de recevoir là 3 fois. Je vais essayer de... c'est mon effort pour expliquer ça d'une forme responsable, parce que ce n'est pas possible d'affirmer quelque chose. Il faut dire la vérité. Non, malheureusement, mais quelques-uns pourront dire que cette affaire est une théorie du complot, de la conspiration. Non? Eh bien, rappelons-nous, le juge Moro a abandonné la carrière de la magistrature après avoir accepté de devenir ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. Après, il a rompu les relations avec Bolsonaro. Et où est Sérgio Moro maintenant? Lui et sa famille ont déménagé aux États-Unis. Il a commencé à travailler dans les cabinets des avocats chargés du recouvrement judiciaire d'Odebrecht et des autres sociétés, les mêmes entreprises qu'il a aidé à casser ou faire faillite. Impliquées, si je peux me permettre, c'est les grandes entreprises des BTP enquêtées dans le cadre de l'opération Lava Jato, la lutte contre la corruption de Moro. Ouais, il a beaucoup de conflits d'intérêts dans tout ça. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je ne continuerai pas à parler de l'affaire, mais il faut comprendre que dans le cas du Brésil, l'opération Lava Jato, la plus grande opération contre la corruption du pays, a produit une déstabilisation économique, politique, sociale et juridique néfaste. L'assouplissement des règles de la procédure pénale et l'élargissement des compétences des magistrats et procureurs du ministère public ont constitué les scénarios favorables de la crise qui a même compromis la régularité du processus électoral de 2018. Et ses conséquences sont insurmontables. Quel arrivera-t-il à Lula maintenant, du point de vue politique? Il est actuellement libre? Oui. Du point de vue juridique et politique, il est libre. La question qu'ils m'ont posée. Et immédiatement, Lula a réagi avec une énergie énorme. Le discours de Lula, largement diffusé par les médias, a provoqué un point d'inflexion même pour Jair Bolsonaro.
Lula a été accepté par les secteurs du centre et du centre droit comme une option politique pertinente. Les sondages électoraux indiquent que Lula battra Bolsonaro en 2022, c'est-à-dire qu'il revient sur la scène politique de toutes ses forces. Les contrastes de Lula avec Jair Bolsonaro contribuent également à le protéger d'un nouveau processus politique, d'un nouveau procès politique. Plus Lula apparaît fort, plus il est en sécurité. Les mouvements sociaux et populaires considèrent aussi que c'est un grand moment de réaction politique. Pour profiter de ces moments, pour restructurer la lutte vers un projet de société après la longue période de destruction des conquêtes démocratiques. Depuis la destitution de Dilma, depuis les gouvernements de Michel Temer, de Bolsonaro, etc. Jair Bolsonaro est le pire dirigeant de la planète en ce qui concerne la gestion de Covid-19. Nous approchons actuellement à 300 000 morts. Le taux de mortalité moyen a dépassé 2 000 personnes par jour au cours de la dernière semaine. Hier, plus de 3 000 personnes ont perdu sa vie. Contre Bolsonaro, il y a plus de 150 plaintes internationales de toutes sortes. À la Cour pénale internationale, il y a 5 plaintes et l'une d'entre elles a été est acceptée, prospère. En interne, il y a déjà... Carole, donc 5 plaintes à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité contre Bolsonaro. Sont aujourd'hui, une a été acceptée. Oui, pour génocide, pour crime de lesa humanidade. Il y a en interne 70 demandes de destituição, pedidos de impeachment contre Bolsonaro. Maintenant, il y a aussi plusieurs demandes d'interdiction en raison de problèmes mentaux. C'est une situation insupportable car il ne porte pas de masque de protection, il défie la science, il défie le virus. Bolsonaro transfère la responsabilité politique et de gestion du décès au gouverneur et au maire, hein, pour la décentralisation du système fédératif brésilien. Face à cette situation désespérée, la reprise du droit politique de Lula apparaît comme une grande nouveauté. C'est aussi un grand espoir de retrouver une certaine institutionnalité dans le pays. Je n'arrête pas d'imaginer les juges de la Cour ce qu'ils doivent penser en ce moment. Lula n'est plus un accusé par la justice, Lula n'est plus un condamné. Et si les élections avaient lieu aujourd'hui, il sera élu président de la République. Autrement dit, cela change tout. Et cela montre que le pouvoir judiciaire est également complètement contaminé par les relations de pouvoir. C'est ça que je voudrais vous dire. Remercier à Erika pour cette invitation et dire que je crois que nous pouvons célébrer. Lula est libre, mais il faut savoir toute la vérité parce que la situation peut changer. Malheureusement, elle peut changer tout. Bon, merci beaucoup, Carole, pour cette explication vraiment très limpide. C'est vraiment très compliqué, même comme tu disais au début, pour les Brésiliens, pour comprendre toute la complexité de l'affaire qui dure depuis 2014. Donc, énormément de choses se sont passées au Brésil depuis. Et c'est vrai que la Lava Jato a contribué, et comme tu as très bien dit, pour la déstabilisation sociale, politique, démocratique, économique du pays. Et là, on a un commentaire de Tania Sachs qui dit « Je reste incrédule devant ce que dit Carole des activités actuelles de Serge Moro, quel affreux personnage sans vergogne. »
Bon, j'ai une liste de questions aussi. Après, il a des questions que je pense que, bon, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé et qui continuent à envoyer des questions. Mais il a des questions tellement politiques, mais tu diras si tu peux les répondre ou pas. Mais déjà, j'ai une première question ici qui disent qu'est-ce qui empêche les gauches brésiliennes de se unir pour un front commun en 2022? Est-ce que tu te sens un peu de se lancer sur cette question? Est-ce que les différentes gauches pourraient s'unir, mais qu'est-ce qui empêcherait cette união? É, eu acho que agora eu vou fazer em português para D'accord. ser mais clara e você faz as traduções. Pode ser? Bon, pode ser. Obrigada. Donc, Carole, maintenant, elle préfère répondre en portugais et moi, j'essaye de traduire. On va faire ça. Em primeiro lugar, um grande beijo para minha amiga Tatiana Tânia Sachs Ouais, donc, e obrigada por estar aqui. Donc, j'embrasse très fort mon amie Tânia Sachs. Merci d'être là. A união das esquerdas brasileiras, claro, esse é um grande desafio porque temos um inimigo comum. Ouais, l'union de la gauche brésilienne, la création d'un front commun, ça serait super parce qu'évidemment, nous avons un ennemi commun. E o problema é que, com a recuperação dos direitos políticos de Lula, fica claro que somente ele, em todas as pesquisas mais recentes, teria condições de vencer Bolsonaro. Mais maintenant, maintenant que Lula a repris, a reconquis ses droits politiques, tous les sondages lui donnent comme la seule option actuelle pour battre Bolsonaro dans une élection. Muito bem. Ele ficou preso durante 580 dias, praticamente 2 anos em silêncio, desde que iniciaram os seus processos. Donc, Lula, il est resté en prison 580 jours, presque 2 ans. Et pendant tout ce temps, il était en silence, il n'a jamais pris la parole. E mesmo assim, nenhum outro líder, nenhuma outra liderança, homem ou mulher, apareceu no cenário político com força para vencer Bolsonaro. Et malgré cela, personne, ni femme ni homme politique, a pris sa place, a apparu dans le scénario politique et ne sont pas aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas le moyen de battre Bolsonaro dans les élections, bien sûr. Estas são apenas algumas das razões pelas quais Lula é o candidato de unificação e exigirá uma reunião em torno do seu nome. Não ele. O cenário exige uma unidade das esquerdas em torno do nome de Lula. Donc aujourd'hui, le contexte politique brésilien exige une rencontre des gauches, mais une unification de la gauche, certes, mais derrière le nom de Lula. E isso é algo que talvez algumas das forças políticas de esquerda não gostariam, porque existe o hegemonismo do PT, uma repetição dos governos de esquerda anterior, porém, a realidade mostra que somente Lula teria condições. Então, o desafio, só para você vai entender isso, o desafio é como fazer uma frente de esquerda quando é necessário aceitar que Lula é o nome líder desta frente. Ouais. Donc, Carole explique que le défi aujourd'hui, c'est que les gauches et tous les leaders de la gauche brésilienne comprennent que la seule personne qui peut sortir, le seul nom possible actuellement, c'est le nom de Lula, même s'il y a certains et certaines leaders qui ne sont pas favorables que ce soit le nom de Lula. Carole, ouais, c'est ça. J'ai une autre question et ça va dans ce sens. C'est quelqu'un qui dit le Parti des travailleurs, le parti de Lula a été très, très affaibli. Il est très mal vu par la population brésilienne qui a une grande réjection vis-à-vis du Parti des travailleurs. Est-ce qu'on peut envisager une campagne politique en 2022 de Lula sans le PT, sans le Parti des travailleurs? Une candidature, pardon.
não, vamos dizer, o Partido dos Trabalhadores e Lula sofreram perseguição de imagem e sofreram danos de imagem. Porém, agora, tanto Lula quanto o Partido dos Trabalhadores, pelo número de filiações recentes, recuperam a sua imagem pública. Donc, il faut bien dire que malgré tout ce que... non, malgré la baisse des popularités du Parti des travailleurs, mais avec tous les changements, l'annulation des condamnations de Lula aussi, le Parti des travailleurs monte un peu, il récupère une partie de sa notoriété auprès des électeurs. Infelizmente, para os outros partidos de esquerda, é incomparável a força ainda do PT com relação ao PSOL, com relação ao PCdoB. É muito mais forte o PT e deverá ser cada vez mais, com a liderança de Lula, tendo recuperado seus direitos políticos. Donc, malgré cette usure du Parti des travailleurs, par les 13 ans au pouvoir et aussi la condamnation de Lula, il reste quand même le premier parti de gauche au Brésil, plus que le PSOL, le Parti communiste du Brésil, le PCdoB. Ils tendent à se renforcer avec la prise des droits politiques de Lula. Donc, ça va changer de plus en plus. Et il va avoir sa notoriété reconquise. E só comentário adicional. Eu sei porque essas perguntas estão sendo feitas. É porque agora, pensando em 2021 e 2022, nas eleições, quem será o segundo nome junto com Lula? Esta é a grande questão. Alguém de esquerda ou alguém de centro-direita, um empresário, um militar? Muitos nomes surgem. E aí passa-se a discutir quem fará dupla, quem será dupla na candidatura Lula e alguém, uma mulher, um homem. Comme vice, c'est-à-dire. Vice. D'accord. Donc, je comprends pourquoi vous posez ces questions. Je pense que c'est aussi l'interrogation de qui sera la deuxième personne qui va partir en candidature si Lula est candidat. Qui va être son vice ou sa vice-présidente? Une femme, en militaire, en entrepreneur. Donc, ces questions aussi, ça vient de cette interrogation générale de qui sera le vice ou la vice-présidente de Lula, s'il est candidat, bien sûr. Ouais. Il y a une question aussi. Tu veux répondre encore quelque chose, Carole, ou je continue? Essa é a angústia, porque não sabemos o que será necessário, que tipo de aliança na sociedade brasileira tão fraturada, tão vamos, destruída como estamos institucionalmente, que será necessário para derrotar Bolsonaro. Qual será o pacto necessário para derrotar Bolsonaro? Duas pessoas de esquerda com o mesmo perfil poderiam fazer as alianças ou seria necessário deslocar a candidatura de Lula ou, se ele não puder ser candidato de Fernando Haddad, para o centro? Donc, possibilité. Ouais, c'est vrai qu'il y a une angoisse générale aujourd'hui parce que quel est le pacte, quelle alliance seront nécessaires pour battre dans les urnes Bolsonaro en 2022? Est-ce qu'on garde une candidature Lula plus ancrée à gauche? Est-ce qu'il faut un peu bouger le curseur au centre droit? Est-ce qu'il faut faire appel à d'autres forces de la société brésilienne? Voilà, c'est la grande question aujourd'hui qui est posée actuellement par la gauche générale brésilienne. Il y a une question, pardon, excusez-moi, je regarde, sur le rôle des médias. Est-ce que le PT a compris qu'il ne pourra jamais gagner les élections sans le soutien des médias? Cela a changé depuis parce qu'on voit que Globo, Folha de São Paulo et beaucoup des médias hégémoniques au Brésil qui ont été vraiment très féroces contre le PT, contre Lula et surtout contre Dilma. Est-ce que maintenant, ces mêmes médias
sont quand même en confrontation avec Bolsonaro. Mais est-ce que le PT a compris? Est-ce qu'il a un projet là-dessus? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Je pense qu'il a beaucoup de questions, peut-être que... Mais je pose. Eu posso responder, eu tenho participado de muitos debates políticos. Este foi o maior erro do governo, dos governos do PT, não do partido do PT. Há uma diferença entre partido e governo. Dos governos presididos pelo ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma, não fazer a reforma dos meios de comunicação. Primeira coisa. Donc, cela a été une erreur des gouvernements du Parti des travailleurs. Il faut bien faire la différence entre le parti et les gouvernements Lula et Dilma du Parti des travailleurs. C'est une erreur. Ils n'ont pas fait la réforme de la presse qu'ils auraient dû faire. Ouais. Et ao mesmo tempo, os meios de comunicação foram responsáveis pelo, entre outros atores, pelo impeachment da Dilma e pela prisão política de Lula. Mais il faut souligner qu'énormément les grands médias, ils étaient quand même responsables par l'impeachment de Dilma et par la prison de Lula. Ils ont contribué. Portanto, definitivamente, eles vão contribuir. E significa que agora, nesse momento, Lula, com os direitos políticos livres, precisará construir algum tipo de aliança, porque também, sem os apoios de centro, vai ser muito difícil vencer. Eu não estou recomendando que faça isso, é um cálculo de contexto. Vai ser muito difícil vencer Bolsonaro. Então, o cálculo político. Por outro lado, a elite brasileira quer o fim do governo Bolsonaro, mas eles não gostariam do retorno de Lula. Então, é um cálculo difícil. Bon, je vais commencer. Donc, ce que Carole explique, c'est qu'il faut bien comprendre le contexte brésilien qui est très difficile. Pour que Lula, un candidat de gauche, ait la capacité de battre dans les urnes Bolsonaro et vaincre les prochaines élections présidentielles, il faudrait faire des alliances au centre droit. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est dit et échangé au Brésil. Ceci dit, les élites brésiliennes ne veulent plus de Bolsonaro, mais cela ne veut pas dire qu'elles souhaitent un retour de Lula. Donc, tout est difficile et les médias ont un rôle à jouer très important. C'est bon, Carole, je passe à une... Il y a une question là qui vient d'arriver qui dit « Ne parlons pas trop de Lula en ces moments. Est-ce qu'il n'occupe pas trop la scène médiatique pendant que le Brésil atteint la barre des 300 000 morts? C'est un des pays où aujourd'hui sur la planète on meurt plus de la Covid. Un mort sur 5 dans le monde est brésilien. Est-ce que c'est pas un peu trop tout cet espace occupé par Lula? Eu compreendo esta pergunta e sempre me sinto... É uma situação contraditória. Defender os direitos políticos de Lula e as injustiças jurídicas contra um partido político, e gastar energia com isso e deixar, nesse momento, de pensar e de atuar em relação às vacinas. Eu entendo a angústia da pergunta, mas eu vou responder depois. Donc, je comprends tout à fait l'angoisse de cette question parce que on prend beaucoup de temps, d'énergie pour défendre un ancien président de la République qui retrouve ses droits politiques, mais contre une injustice juridique, donc il faut qu'on se bat là-dessus. Mais en même temps, est-ce que, la question elle est tout à fait légitime, est-ce qu'on ne devait pas être en train de réfléchir à la campagne de vaccination, aux vaccins que nous n'avons pas? Mas o problema é que, do ponto de vista das saídas políticas, o único nome entre direita, centro-direita, extrema-direita, esquerda, centro-esquerda, esquerda radical, que pode vencer o projeto político de Jair Bolsonaro é Lula. Portanto, defender Lula e defender os direitos políticos para que seja candidato no atual momento brasileiro é também defender um outro projeto político, um outro projeto de saúde, um outro modelo de sociedade.
Mais cependant, il est important, cette lutte et ce débat, il est important parce que défendre les droits politiques de Lula, défendre une candidature Lula, c'est défendre notre projet de société, c'est défendre une autre politique de santé publique, c'est défendre une autre voie pour le Brésil, une autre société. Exemplo, Lula, no dia em que teve seus direitos políticos liberados, passou a conversar e criar diálogos com o presidente do México para acordos de envio de vacinas para o povo brasileiro. Donc, un exemple concret, le jour que Lula a retrouvé ses droits politiques, il a tout de suite eu des échanges avec le président du Mexique pour aider à trouver des vaccins pour le peuple brésilien. Mesmo sem ser presidente, ele é respeitado mais do que o atual presidente da República. Même en n'étant pas président, il est plus respecté que l'actuel président de la République. Outro exemplo concreto, Lula intermediou a compra da vacina Sputnik da Rússia e conseguiu a liberação e a compra de 40 milhões de doses para o Brasil. Un autre exemple, Lula, il a négocié, il a fait l'intermédiation pour l'achat du vaccin russe Sputnik 5. Il a réussi à négocier et à débloquer 40 millions de doses pour les Brésiliens. Ça. Donc, je continue. Et alors, une question, quelqu'un qui dit, vous avez énormément parlé de la force politique de Bolsonaro, qu'il a que Lula qui peut le battre, parce que la personne dit, je comprends que Bolsonaro a acquis une force politique énorme. Comment vous expliquez cela, vu de la catastrophe de son gouvernement, le nombre de morts, les incendies qu'on a entendu beaucoup parler de l'Amazonie, tout ce qu'on entend parler ici en France et en Europe, comment il est encore si fort? Essa é a grande questão Ça, c'est la grande question do século XXI, porque está vinculada a um modelo capitalista extremo que produz o medo, que produz a raiva, que produz a violência social e que faz atrair um modelo de líder como ele. Donc, c'est la grande question du 21e siècle, parce que Bolsonaro, il est attaché à un modèle capitaliste extrême qui gère la peur, qui gère la destruction, mais qui attire vers un modèle de leader comme lui. Ele tem em torno de 20 a 25% de apoio na sociedade, que são apoios sólidos. Il a entre 20 à 25% de soutien dans la société brésilienne, mais qui sont solides. E outro percentual que varia a depender de outros elementos, como, por exemplo, a ajuda emergencial, o dinheiro para as pessoas mais vulneráveis, para os pobres, para se manterem durante a pandemia. Esse valor, que foi uma conquista do parlamento brasileiro, dos partidos de gauche, foi manipulado por ele como se fosse uma obra dele, como se fosse uma ideia dele próprio. Donc, et après, il y a 20-25%, et parfois ça varie avec un pourcentage en plus. Par exemple, pendant la pandémie l'année dernière, c'était une conquête du Parlement brésilien, des forces de gauche du Parlement, d'avoir une aide émergentielle pour les personnes les plus démunies, les plus précaires de la société brésilienne. Ce n'était pas une idée de Bolsonaro, c'était plutôt une idée du Parlement. Mais Bolsonaro s'est accaparé, il a manipulé et il a fait de la communication politique pour présenter cela comme si c'était une de ses mesures, de ses décisions politiques. Et voilà, donc il a gagné un peu plus de soutien au sein de la société brésilienne. Finalmente, não podemos subestimar a força de Bolsonaro e da manipulação política. Ele é um grande estrategista político. Donc, apesar de não parecer, ele é um grande estrategista político. Malgré les apparences, on ne dirait pas, mais Bolsonaro est un grand stratège politique. Il ne faut pas le sous-estimer. Exatamente.
Ouais. Là, on a encore une question qui vient de tomber. Donc, bon, Carole, beaucoup de questions très diverses, mais là, il y a quelqu'un qui demande comment Lula s'adressera-t-il ou s'adresse-t-il aux électeurs évangélistes? Ah, Ça, c'est une question. não, a questão evangélica na América Latina e no Brasil em particular não pode ser desconsiderada. Il faut préciser que la question évangéliste en Amérique latine et au Brésil en particulier ne peut pas être mise de côté. Il faut la prendre en considération. Ainda não sabemos como Lula vai enfrentar isso, mas tudo indica que ele fará a defesa das religiões sérias, sejam elas quais forem, dentro da sua fé, respeitando a sua fé e o seu dogma, porém vai atacar, provavelmente vai enfrentar, se confrontar com o evangelismo conectado ao projeto capitalista dos pentecostais, né? C'est ça. Donc, on ne sait pas encore exactement comment Lula va prendre la question religieuse, mais elle ne doit pas être mise de côté. Évidemment, il va parler de ça, il va discuter, il va débattre de ça dans le respect des religions et les libertés de culte, mais il y aura quand même une confrontation politique, idéologique avec une partie des évangélistes néo-pentecostistes très capitalistes. Já não é uma questão religiosa, é necessário separar a questão da fé, da religião, do dogma e da autonomia religiosa com questões de Estado e de projeto político de sociedade. Oui, parce que quand on arrive là, à un certain moment, ce n'est plus une question religieuse. Il faut bien séparer la question religieuse de la question de l'État et du projet de société. Voilà. Bon, on a abordé beaucoup de questions, je regarde ici. Donc, on a parlé de la presse, on a parlé de l'électorat évangéliste, on a parlé du Front commun pour 2022, on a parlé Lula et les libres, mais tu as très bien expliqué si on arrive. On a parlé malheureusement de toutes ces personnes mortes par la Covid. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. Là, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas, Carole, si toi, tu as envie de revenir sur un point spécifique. Apenas dizer como foi importante a resistência que veio da França, que veio de Paris, dos grupos interessados tanto na questão do impeachment quanto principalmente da questão do aprisionamento político de Lula. Ouais. Donc, Carole voulait dire et bien spécifier l'importance du soutien et de la solidarité internationale, de la résistance qui est venue aussi d'ici, de la France, par rapport au contexte politique, par rapport à la prison de Lula, l'importance de ce soutien. E sem essa ajuda não seria possível. Eu me lembro da primeira vez que estive em Paris falando sobre lawfare e sobre um juiz e uma fraude jurídica, e não fui bem recebida porque é difícil explicar que um juiz ou um procurador possa cometer uma fraude. Donc, je me souviens la première fois que je suis venue à Paris, que je parlais de lawfare, expliquer l'implication de la justice brésilienne d'un juge. C'est compliqué de comprendre, c'est difficile d'expliquer et ça peut paraître surréaliste, mais c'était important de venir d'expliquer ce qui se passait au Brésil à ce moment-là. Assim que eu só tenho a agradecer, dizer que eu estou à disposição. Temos outros debates importantes, como a questão da Lei de Segurança Nacional, que agora está sendo aplicada contra pessoas nas ruas. Hoje mesmo foram presos 5 jovens em Brasília por protestarem contra Jair Bolsonaro. Então, outros temas jurídicos vão ocupar a cena política nos próximos dias. Eu estou à disposição, caso queira conversar sobre essas outras coisas.
Donc, je voudrais dire que je suis à disposition pour continuer les débats, parce qu'il y a d'autres thématiques comme la loi de sécurité nationale brésilienne qui aujourd'hui a permis la prison des 5 jeunes à la capitale du Brésil, à Brasilia, parce qu'ils manifestaient contre Bolsonaro. Cette loi maintenant permet de mettre les gens en prison par ces manifestations politiques. Je dis que je suis à disposition parce que ces thématiques-là qui sont juridiques vont encore occuper l'espace politique brésilien et médiatique. C'est ça. Merci. Beaucoup. Merci, Carol. Muito obrigada. C'était quand même un plaisir. Merci d'avoir pris du temps ici avec nous pour expliquer cette complexité et on aura l'occasion d'aborder encore ces questions et de suivre l'actualité brésilienne. Et si tu es d'accord, tu pourras publier sur le site d'Auto-Brésil le texte d'aujourd'hui. Je pense que ce serait vraiment super. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous.